René Guénon. Les états multiples de l'être. Chapitre 2. Possible et compossible. La possibilité universelle, avons-nous dit, est illimitée, et ne peut pas être autre qu'illimitée. Vouloir la concevoir autrement, c'est donc, en réalité, se condamner à ne pas la concevoir du tout. C'est ce qui fait que tous les systèmes philosophiques de l'Occident moderne sont également impuissants du point de vue métaphysique, c'est-à-dire universel, et cela précisément en tant que système, au pluriel, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer occasionnellement à diverses reprises. Ils ne sont en effet, comme tels, que des conceptions restreintes et fermées, qui peuvent, par quelques-uns de leurs éléments, avoir une certaine valeur dans un domaine relatif, mais qui deviennent dangereuses et fausses dès que, prises dans leur ensemble, elles prétendent à quelque chose de plus et veulent se faire passer pour une expression de la réalité totale. Sans doute, il est toujours légitime d'envisager spécialement, si on le juge à propos, certains ordres de possibilités à l'exclusion des autres, et c'est là, en somme, ce que fait nécessairement une science quelconque. Mais ce qui ne l'est pas, c'est d'affirmer que ce soit là toute la possibilité et de nier tout ce qui dépasse la mesure de sa propre compréhension individuelle, plus ou moins étroitement bornée. Note de bas de page. Il est à remarquer en effet que tout système philosophique se présente comme étant essentiellement l'œuvre d'un individu, contrairement à ce qui a lieu pour les doctrines traditionnelles, au regard desquelles les individualités ne comptent pour rien. Retour au texte. C'est pourtant là, à un degré ou à un autre, le caractère essentiel de cette forme systématique qui paraît inhérente à toute la philosophie occidentale moderne, et c'est une des raisons pour lesquelles la pensée philosophique, au sens ordinaire du mot, n'a et ne peut avoir rien de commun avec les doctrines d'ordre purement métaphysique. Note de bas de page. Voir Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Deuxième partie, chapitre 8. L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 1er. Le symbolisme de la croix. Chapitre 1er et 15. Retour au texte. Parmi les philosophes qui, en raison de cette tendance systématique et véritablement anti-métaphysique, entre guillemets, se sont efforcés de limiter d'une façon ou d'une autre la possibilité universelle, certains, comme Leibniz, ouvrons la parenthèse, qui est pourtant un de ceux dont les vues sont les moins étroites, sous bien des rapports, fermons la parenthèse, ont voulu faire usage, à cet égard, de la distinction des possibles, entre guillemets, et des compossibles, entre guillemets. Mais il n'est que trop évident que cette distinction, dans la mesure où elle est valablement applicable, ne peut aucunement servir à cette fin illusoire. En effet, les compossibles ne sont pas autre chose que des possibles compatibles entre eux, c'est-à-dire dont la réunion dans un même ensemble complexe n'introduit à l'intérieur de celui-ci aucune contradiction. Par suite, la compossibilité, entre guillemets, est toujours essentiellement relative à l'ensemble dont il s'agit. Il est bien entendu, d'ailleurs, que cet ensemble peut être soit celui des caractères qui constituent toutes les attributions d'un objet particulier ou d'un être individuel, soit quelque chose de beaucoup plus général et plus étendu, l'ensemble de toutes les possibilités soumises à certaines conditions communes et formant par là même un certain ordre défini, un des domaines compris dans l'existence universelle. Mais, dans tous les cas, il faut qu'il s'agisse d'un ensemble qui soit toujours déterminé, sans quoi la distinction ne s'appliquerait plus. Ainsi, pour prendre d'abord un exemple d'ordre particulier et extrêmement simple, un carré rond, entre guillemets, est une impossibilité, parce que la réunion des deux possibles carré, entre guillemets, et rond, entre guillemets, dans une même figure, implique contradiction, mais ces deux possibles n'en sont pas moins également réalisables.
Et au même titre, car l'existence d'une figure carrée n'empêche évidemment pas l'existence simultanée, à côté d'elle et dans le même espace, d'une figure ronde, non plus que de toute autre figure géométriquement concevable. Note de bas de page. De même, pour prendre un exemple d'ordre plus étendu, les diverses géométries euclidiennes et non euclidiennes ne peuvent évidemment s'appliquer à un même espace, mais cela ne saurait empêcher les différentes modalités d'espace auxquelles elles correspondent de coexister dans l'intégralité de la possibilité spatiale, où chacune d'elles doit se réaliser à sa façon, suivant ce que nous allons expliquer sur l'identité effective du possible et du réel. Retour au texte. Cela paraît même trop évident pour qu'il soit utile d'y insister davantage, mais un tel exemple, en raison de sa simplicité même, a l'avantage d'aider à comprendre, par analogie, ce qui se rapporte à des cas apparemment plus complexes, comme celui dont nous allons parler maintenant. Si au lieu d'un objet ou d'un être particulier, on considère ce que nous pouvons appeler un monde, suivant le sens que nous avons déjà donné à ce mot, c'est-à-dire tout le domaine formé par un certain ensemble de compossibles qui se réalisent dans la manifestation, ces compossibles devront être tous les possibles qui satisfont à certaines conditions, lesquelles caractériseront et définiront précisément le monde dont il s'agit, constituant un des degrés de l'existence universelle. Les autres possibles, qui ne sont pas déterminés par les mêmes conditions et qui, par suite, ne peuvent pas faire partie du même monde, n'en sont évidemment pas moins réalisables pour cela, mais bien entendu, chacun selon le mode qui convient à sa nature. En d'autres termes, tout possible a son existence propre comme telle, et les possibles dont la nature implique une réalisation, au sens où on l'entend ordinairement, c'est-à-dire une existence dans un mode quelconque de manifestation, ne peuvent pas perdre ce caractère qui leur est essentiellement inhérent et devenir irréalisables par le fait que d'autres possibles sont actuellement réalisés. Note de bas de page. Il doit être bien entendu que nous ne prenons pas ici le mot « existence » entre guillemets dans son sens rigoureux et conforme à sa dérivation étymologique, sens qui ne s'applique strictement qu'à l'être conditionné et contingent, c'est-à-dire en somme à la manifestation. Nous n'employons ce mot, comme nous le faisons aussi parfois pour celui d'être, entre guillemets, lui-même, ainsi que nous l'avons dit dès le début, que d'une façon purement analogique et symbolique, parce qu'il nous aide dans une certaine mesure à faire comprendre ce dont il s'agit, bien que, en réalité, il lui soit extrêmement inadéquat. Voir le symbolisme de la croix, chapitres 1er et 2, entre parenthèses. Deuxième note de bas de page. C'est alors l'existence, entre guillemets, au sens propre et rigoureux du mot. Retour au texte. On peut encore dire que toute possibilité qui est une possibilité de manifestation doit nécessairement se manifester par la même, et que, inversement, toute possibilité qui ne doit pas se manifester est une possibilité de non-manifestation. Sous cette forme, il semble bien que ce ne soit là qu'une affaire de simple définition. Et pourtant, l'affirmation précédente ne comportait rien d'autre que cette vérité axiomatique, qui n'est nullement discutable. Si l'on demandait cependant pourquoi toute possibilité ne doit pas se manifester, c'est-à-dire pourquoi il y a à la fois des possibilités de manifestation et des possibilités de non-manifestation, il suffirait de répondre que le domaine de la manifestation étant limité par là même qu'il est un ensemble de mondes ou d'états conditionnés, d'ailleurs en multitude indéfinie entre parenthèses, ne saurait épuiser la possibilité universelle dans sa totalité. Il laisse en dehors de lui tout l'inconditionné, c'est-à-dire précisément ce qui, métaphysiquement, importe le plus. Quant à se demander pourquoi telle possibilité ne doit pas se manifester aussi bien que telle autre, cela reviendrait simplement à se demander pourquoi elle est ce qu'elle est et non ce qu'est une autre. C'est donc exactement comme si l'on se demandait pourquoi tel être est lui-même et non un autre être, ce qui serait assurément une question dépourvue de sens.
Ce qu'il faut bien comprendre, à cet égard, c'est qu'une possibilité de manifestation n'a, comme telle, aucune supériorité sur une possibilité de non-manifestation. Elle n'est pas l'objet d'une sorte de choix, entre guillemets, ou de préférence, entre guillemets. Elle est seulement d'une autre nature. Note de bas de page. Une telle idée est métaphysiquement injustifiable, et elle ne peut provenir que d'une intrusion du point de vue moral, entre guillemets, dans un domaine où il n'a que faire. Aussi, le principe du meilleur, entre guillemets, auquel Leibniz fait appel en cette occasion, est-il proprement anti-métaphysique, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer incidemment ailleurs. Le symbolisme de la croix, page 35, entre parenthèses. Retour au texte. Si maintenant on veut objecter, au sujet des compossibles, que, suivant l'expression de Leibniz, il n'y a qu'un monde, entre guillemets, il arrive de deux choses l'une. Ou cette affirmation est une pure tautologie, ou elle n'a aucun sens. En effet, si par monde, entre guillemets, on entend ici l'univers total, ou même, en se bornant aux possibilités de manifestation, le domaine entier de toutes ces possibilités, c'est-à-dire l'existence universelle, la chose qu'on énonce est trop évidente, encore que la façon dont on l'exprime soit peut-être impropre, mais, si l'on entend par ce mot qu'un certain ensemble de compossibles, comme on le fait le plus ordinairement, et comme nous venons de le faire nous-mêmes, il est aussi absurde de dire que son existence empêche la coexistence d'autres mondes qu'il le seraient, pour reprendre notre précédent exemple, de dire que l'existence d'une figure ronde empêche la coexistence d'une figure carrée ou triangulaire, ou de toute autre sorte. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, comme les caractères d'un objet déterminé excluent de cet objet la présence d'autres caractères avec lesquels il serait en contradiction, les conditions par lesquelles se définit un monde déterminé excluent de ce monde les possibles dont la nature n'implique pas une réalisation soumise à ces mêmes conditions. Ces possibles sont ainsi en dehors des limites du monde considéré. Mais ils ne sont pas pour cela exclus de la possibilité, puisqu'il s'agit de possibles par hypothèse, ni même, dans des cas plus restreints, de l'existence au sens propre du terme, c'est-à-dire entendu comme comprenant tout le domaine de la manifestation universelle. Il y a dans l'univers des modes d'existence multiples, et chaque possible a celui qui convient à sa propre nature. Quant à parler, comme on l'a fait parfois, et précisément en se référant à la conception de Leibniz, ouvrons la parenthèse, tout en s'écartant sans doute de sa pensée dans une assez large mesure, fermons la parenthèse, d'une sorte de lutte pour l'existence, entre guillemets, entre les possibles. C'est là une conception qui n'a assurément rien de métaphysique, et cet essai de transposition de ce qui n'est qu'une simple hypothèse biologique, ouvrons la parenthèse, en connexion avec les modernes théories évolutionnistes, entre guillemets, fermons la parenthèse, est même tout à fait inintelligible. La distinction du possible et du réel, sur laquelle maints philosophes ont tant insisté, n'a donc aucune valeur métaphysique. Tout possible est réel à sa façon, et suivant le mode que comporte sa nature. Autrement, il y aurait des possibles qui ne seraient rien, et dire qu'un possible n'est rien est une contradiction pure et simple. C'est l'impossible et l'impossible seul qui est, comme nous l'avons déjà dit, un pur néant. Nier qu'il y ait des possibilités de non-manifestation, c'est vouloir limiter la possibilité universelle. D'autre part, nier que, parmi les possibilités de manifestation, il y en ait de différents ordres, c'est vouloir la limiter plus étroitement encore. Note de bas de page. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il n'y a pas lieu, métaphysiquement, d'envisager le réel comme constituant un ordre différent de celui du possible. Mais il faut bien se rendre compte, d'ailleurs, que ce mot « réel » entre guillemets, est par lui-même assez vague, sinon équivoque, tout au moins dans l'usage qui en est fait dans le langage ordinaire et même par la plupart des philosophes. Nous n'avons été amenés à l'employer ici que parce qu'il était nécessaire d'écarter la distinction vulgaire
du possible et du réel. Nous arriverons cependant, par la suite, à lui donner une signification beaucoup plus précise. Retour au texte. Avant d'aller plus loin, nous ferons remarquer que, au lieu de considérer l'ensemble des conditions qui déterminent un monde, comme nous l'avons fait dans ce qui précède, on pourrait aussi, au même point de vue, considérer isolément une de ces conditions. Par exemple, parmi les conditions du monde corporel, l'espace, envisagé comme le contenant des possibilités spatiales. Note de bas de page. Il est important de noter que la condition spatiale ne suffit pas, à elle seule, à définir un corps comme tel. Tout corps est nécessairement étendu, c'est-à-dire soumis à l'espace. Ouvrons la parenthèse, d'où résulte notamment sa divisibilité indéfinie, entraînant l'absurdité de la conception atomiste. Fermons la parenthèse. Mais, contrairement à ce qu'ont prétendu Descartes et d'autres partisans d'une physique mécaniste entre guillemets, l'étendue ne constitue nullement toute la nature ou l'essence des corps. Retour au texte. Il est bien évident que, par définition même, il n'y a que les possibilités spatiales qui puissent se réaliser dans l'espace. Mais il est non moins évident que cela n'empêche pas les possibilités non spatiales de se réaliser également. Ouvrons la parenthèse. Et ici, en nous bornant à la considération des possibilités de manifestation, se réaliser, entre guillemets, doit être pris comme synonyme de se manifester, entre guillemets. Fermons la parenthèse. En dehors de cette condition particulière d'existence qu'est l'espace. Pourtant, si l'espace était infini, comme certains le prétendent, il n'y aurait de place dans l'univers pour aucune possibilité non spatiale, et, logiquement, la pensée elle-même, pour prendre l'exemple le plus ordinaire et le plus connu de tous, ne pourrait alors être admise à l'existence qu'à la condition d'être conçue comme étendue, conception dont la psychologie profane, entre guillemets, elle-même reconnaît la fausseté sans aucune hésitation. Mais, bien loin d'être infini, l'espace n'est qu'un des modes possibles de la manifestation, qui elle-même n'est nullement infinie, même dans l'intégralité de son extension, avec l'indéfinité des modes qu'elle comporte, et dont chacun est lui-même indéfini. Note de bas de page. Voir le symbolisme de la croix, chapitre 30. Retour au texte. Des remarques similaires s'appliqueraient de même à n'importe quelle autre condition spéciale d'existence, et ce qui est vrai pour chacune de ces conditions prises à part, l'est encore pour l'ensemble de plusieurs d'entre elles, dont la réunion ou la combinaison détermine un monde. Il va de soi, d'ailleurs, qu'il faut que les différentes conditions ainsi réunies soient compatibles entre elles, et leur compatibilité entraîne évidemment celle des possibles qu'elles comprennent respectivement, avec cette restriction que les possibles qui sont soumis à l'ensemble des conditions considérées peuvent ne constituer qu'une partie de ceux qui sont compris dans chacune des mêmes conditions envisagées isolément des autres, d'où il résulte que ces conditions, dans leur intégralité, comporteront, outre leurs parties communes, des prolongements en divers sens, appartenant encore au même degré de l'existence universelle. Ces prolongements, d'extension indéfinie, correspondent, dans l'ordre général et cosmique, à ce que sont, pour un être particulier, ceux d'un de ces états, par exemple, d'un état individuel considéré intégralement, au-delà d'une certaine modalité définie de ce même état, telle que la modalité corporelle dans notre individualité humaine. Note de bas de page. Voir Ibidem, chapitre 20. Conte ferré, L'homme et son devenir selon le Vedanta, pages 42-44, et aussi chapitres 13 et 14.